Pendant des années, j'ai cru que l'amour, c'était souffrir en silence. J'ai cru que c'était normal qu'un homme disparaisse pendant des jours entiers, qu'il me laisse seul avec mes enfants malades, qu'il me fasse ramper dans la boue pour quémander un peu d'attention. Mais le jour où j'ai emmené mes 2 petits de 5 et 6 ans au commissariat à 3 heures du matin pour chercher leur père, ce jour-là, ma vie a basculé pour toujours. Salut à tous! Avant de commencer cette histoire qui va vous bouleverser, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez. Et si ce témoignage vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide énormément à partager ces histoires vraies qui peuvent changer des vies. Je m'appelle Camille et aujourd'hui j'ai 32 ans. Mais pour vous raconter mon histoire, il faut que je remonte à mes 15 ans, quand mes parents ont enfin décidé de se séparer. Contrairement à beaucoup d'enfants, moi, j'ai prié pour que ça arrive. Je ne supportais plus cette guerre permanente à la maison, ces cris, ces portes qui claquent, cette tension qu'on pouvait couper au couteau dès qu'on entrait dans notre salon. Mes parents se déchiraient depuis des années. Mon père travaillait énormément pour fuir cette atmosphère toxique, et ma mère s'enfonçait dans une amertume qui empoisonnait tout. Quand ils ont finalement divorcé, j'ai choisi de vivre avec papa. Ma mère venait de se convertir au protestantisme et voulait absolument que je l'accompagne dans cette nouvelle voie spirituelle. Mais moi, j'avais été élevée dans la foi catholique. J'avais fait ma communion, ma confirmation. Je ne comprenais pas pourquoi je devais tout abandonner. Cette décision a créé un fossé énorme entre ma mère et moi. Elle ne supportait pas que je refuse de suivre sa nouvelle religion. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi la femme qui m'avait appris à prier le rosaire voulait maintenant m'en empêcher. Les disputes étaient quotidiennes, les reproches constants. Heureusement, mon père a obtenu la garde de mes 2 sœurs et moi. Rétrospectivement, je pense que cette séparation a été salvatrice pour ma mère. Elle qui avait passé 15 ans enfermée dans le rôle de femme, au foyer parfaite, elle a enfin pu retourner aux études, travailler, avoir une carrière. Mon père, lui, n'a jamais cherché à nous couper de notre mère. Il a même acheté une maison à 2 rues de chez elle pour qu'on puisse la voir quand on voulait. Papa a toujours été présent. C'est lui qui m'emmenait à mes cours de danse classique, lui qui assistait à tous mes spectacles de ballet, lui qui me consolait quand j'avais du chagrin. Il incarnait cette figure paternelle stable dont j'avais besoin après tant d'années de chaos familial. Mon adolescence s'est déroulée entre 2 périodes distinctes. D'abord la jeune fille sage qui aidait à la messe du dimanche, puis la phase rebelle où j'ai commencé à sortir avec mes amis, à découvrir la liberté. Et c'est pendant cette 2e phase que ma vie a pris un tournant dramatique. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré Julien dans une soirée. Une de mes amies flirtait avec son copain, et lui s'est approché de moi. Il était plus âgé, 25 ans, et ça se voyait dans sa façon de parler, de se comporter. Il avait cette assurance des hommes qui ont déjà vécu, qui connaissent le monde. Moi, j'étais encore au lycée, je découvrais à peine la vie. On a passé la soirée ensemble et j'ai été fascinée par sa maturité. Il me parlait comme à une adulte, me racontait ses projets, son travail. Après quelques sorties, il m'a officiellement demandé en couple dans un centre commercial, avec une bague et tout. J'étais aux anges. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans un vrai couple, pas juste un flirt d'adolescente. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà été marié. Mariage religieux, divorce, toute l'expérience d'un homme de 25 ans face à ma naïveté de lycéenne. Cette différence d'expérience allait rapidement devenir un problème, mais sur le moment, je trouvais ça excitant d'être avec quelqu'un de si mature. Nous n'étions ensemble que depuis 3 mois quand ma vie a basculé. Je me souviens encore de ce matin où j'ai fait le test de grossesse dans les toilettes de mon lycée. 2 bars, enceinte, à 16 ans, alors que je n'avais même pas passé mon bac. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Julien, sa réaction a été immédiate. On va se marier. Je vais aller voir ton père pour lui demander ta main. Ne t'inquiète pas, j'assume mes responsabilités. Mais il ne m'avait même pas demandé mon avis. Il négociait mon avenir avec mon père comme si j'étais un objet qu'on se transmettait. Mais je ne veux pas me marier, ai-je protesté. Je te connais depuis 3 mois à peine. Je n'ai même pas 17 ans. Je veux finir mes études. Sauf qu'il y a 15 ans, dans une famille catholique traditionnelle, une grossesse hors mariage, ça ne se gérait pas comme aujourd'hui. Toute la famille s'est liguée contre moi. Il veut t'épouser, il assume, comment tu peux refuser? Tu ne vas quand même pas élever cet enfant toute seule. Mon père, qui était pourtant plus ouvert d'esprit, a fini par céder à la pression familiale. Réfléchis bien, ma fille, il a un travail stable, il veut faire les choses correctement.
Mais moi, j'avais déjà des signaux d'alarme qui clignotaient dans ma tête. Pendant ma grossesse, j'avais remarqué des comportements étranges chez Julien. Cette jalousie maladive, cette façon de me faire culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Et puis, il y a eu cet épisode qui aurait dû me faire fuir immédiatement. J'étais enceinte de 6 mois, j'avais ce ventre rond bien visible. Je suis allée chez lui pour qu'on se réconcilie après une énième dispute. En arrivant, j'ai senti qu'il était contrarié, comme s'il se préparait à sortir et que mon arrivée le dérangeait. Son ordinateur était allumé sur MSN. Vous vous souvenez de MSN ? Et j'ai vu une conversation avec un de ses amis où il écrivait « Putain, je ne vais pas pouvoir sortir ce soir. Elle débarque avec son gros ventre. » Son gros ventre. Il parlait comme ça du ventre qui portait sa fille. Quand je l'ai confronté, au lieu de s'excuser, il s'est mis en colère contre moi. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mon ordinateur. Tu violes ma vie privée. » Jamais un mot d'excuse, jamais un regret pour ces paroles blessantes. Dans sa logique tordue, c'était moi la coupable. Cette nuit-là, je suis rentrée chez mon père complètement bouleversée. J'ai écrit une lettre où j'expliquais que j'avais besoin de prendre l'air, de réfléchir. J'ai pris mes économies et je suis partie à Paris. Je suis allée me confesser dans une église de la Défense, et ce prêtre m'a dit quelque chose qui a résonné en moi. Le plus grand gâchis du sacrement du mariage, c'est quand on se marie par obligation et non par amour. J'ai passé la journée à me promener, à réfléchir. J'ai même dormi chez une amie. Le lendemain, mon père me cherchait partout, affolé. Quand il m'a retrouvée et que j'ai vu son visage inquiet, je me suis jetée dans ses bras. Mais Julien était là aussi, et au lieu de me réconforter, il s'est encore énervé. Au lieu de venir m'embrasser, tu cours dans les bras de ton père, tu es vraiment immature. C'est là qu'il a sorti sa phrase favorite, celle qu'il allait me servir pendant toutes nos années ensemble. Tu ne dois pas raconter nos problèmes de couple à ta famille. Les gens n'ont pas à se mêler de notre relation. Cette phrase était en réalité un piège. Il m'isolait progressivement de tous mes proches pour que personne ne puisse me dire que ce qu'il me faisait vivre n'était pas normal. Il a commencé par mes amis. Tes copines ne valent rien. Elles vont te donner de mauvais conseils. Puis mes loisirs. Pourquoi tu as besoin de sortir ? Tu as moi maintenant. Et même mes contacts sur Internet. À quoi ça sert d'avoir Facebook ? Tu n'as qu'à attirer l'attention des autres hommes. J'ai fini par supprimer tous mes comptes, couper contact avec mes amis, rester enfermé dans notre bulle à deux. Aujourd'hui, je réalise que les réseaux sociaux auraient pu me sauver. J'y aurais lu des témoignages de femmes qui vivaient la même chose, j'aurais compris plus tôt que j'étais dans une relation toxique. Mais lui avait bien calculé son coup. Pas de réseau, pas d'amis, pas de famille pour me conseiller. J'étais totalement isolée et dépendante de lui. L'accouchement de Léa a été un cauchemar. Je me suis réveillée à la maison de mon père en perdant le liquide amniotique. C'est ma belle-mère qui s'en est aperçue et qui m'a dit qu'il fallait aller à l'hôpital d'urgence. Papa m'a emmenée aux urgences et j'ai appelé Julien. Il sortait d'une boîte de nuit. Il est arrivé à l'hôpital complètement déchiré, sentant l'alcool et la cigarette. Mais j'avais besoin de lui, j'étais en train d'accoucher. À ce moment-là, on prend ce qu'on a sous la main. L'accouchement a duré 2 jours atroces. J'avais perdu trop de liquide amniotique et l'hôpital public où je faisais mon suivi avait une infection nosocomiale. Il ne pouvait pas faire de césarienne. On m'a transféré dans un autre hôpital. 2 jours d'ocytocine, une douleur indescriptible. Comme j'avais 18 ans à ce moment-là, je n'avais pas droit à un accompagnant en salle de travail. J'ai accouché seule, mais lui m'attendait dans le couloir. Naïvement, j'ai cru que la naissance de Léa allait le transformer. Vous savez, cette illusion qu'ont beaucoup de femmes, maintenant qu'il est papa, il va changer, il va devenir responsable. Grosse erreur. Les premiers mois ont été un enfer. Il ne supportait pas cette nouvelle vie où il fallait s'occuper d'un bébé, rester à la maison, être présent. Moi, j'étais en plein baby blues, épuisée, et lui ne pensait qu'à retrouver sa liberté de célibataire. On a vécu quelques mois chez sa mère parce que mon père travaillait et que je n'avais personne pour m'aider avec le bébé. Mais même là, les disputes étaient constantes. Il voulait sortir le soir, voir ses amis, et il ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas le suivre avec un nourrisson. On a rompu et réconcilié plusieurs fois pendant cette première année. Et j'ai remarqué un schéma qui allait se répéter pendant toute notre relation. Il me quittait quand j'allais bien, et il revenait quand j'étais vulnérable. Si je rencontrais quelqu'un d'autre, si je commençais à sourire à nouveau, il rapiquait avec ses excuses et ses promesses de changement. Mais si j'étais en détresse, si je pleurais, là il disparaissait.
Ma famille ne comprenait pas et me poussait toujours à revenir avec lui. C'est le père de ta fille. Vous devez vous marier, faire une vraie famille. Ils ne savaient pas ce que je vivais au quotidien parce que je ne leur racontais rien, conformément à ses instructions. Quand Léa a eu 1 an, je suis retombée enceinte de mon fils Thomas. Cette fois, je me suis sentie obligée de me mettre en couple officiellement avec lui. On avait déjà une fille, j'étais enceinte du 2e. Dans ma tête de jeune femme de 19 ans, il fallait faire famille maintenant. Pendant ma 2e grossesse, j'ai développé une hyperémèse gravidique. Ces vomissements si violents qu'il faut être hospitalisé. En plus, j'avais une infection urinaire. J'étais sous perfusion, complètement assommée par les médicaments. Julien est venu me voir à l'hôpital avec Léa, et au lieu de me réconforter, il m'a fait une scène. Tu vois, tu te laisses aller, tu ne te bats pas pour ton bébé et toi. J'étais sous morphine, je pouvais à peine garder les yeux ouverts, et lui me reprochait de ne pas être assez combative. Cette phrase résume bien sa personnalité. Il fallait toujours que je sois à 100% disponible pour lui, même dans les pires moments. Si j'étais malade, fatiguée ou simplement humaine, c'était de la paresse ou de la comédie. Après la naissance de Thomas, on s'est installé dans un petit appartement dans la maison de mon père, le temps d'économiser pour acheter notre propre logement. C'est là que j'ai vraiment compris à quel point il était égoïste et dangereux. Je travaillais dans un centre commercial et je finissais tard le soir, vers minuit. Pour rentrer chez nous, je devais descendre dans un quartier où il y avait du trafic de drogue. Des hommes louches traînaient souvent près de l'arrêt de bus et j'avais une peur bleue de me faire agresser ou pire. « S'il te plaît, viens me chercher à l'arrêt de bus », je lui demandais chaque soir. « Mon père et ma belle-mère peuvent te garder les enfants 10 minutes, le temps que tu viennes. »« Non, je ne vais pas sortir à minuit avec les gosses pour aller te chercher. Rentre toute seule. » Un soir, un type complètement défoncé s'est dirigé vers moi d'une démarche menaçante. Il ne m'a rien fait, mais j'ai eu si peur que j'ai fait pipi dans ma culotte. Je suis rentrée en pleurs et je lui ai raconté « S'il te plaît, après ça, tu peux venir me chercher ? On verra si j'ai le temps. » Tu dramatises toujours tout. Personne ne fait rien à personne dans ce quartier. La 2e fois que c'est arrivé, les enfants étaient encore réveillés quand je suis rentrée en larmes. Et lui, au lieu de me consoler, il s'est mis à rire et à faire rire les petits. « Regardez maman, elle fait pipi culotte comme les bébés. Maman, tu veux qu'on t'achète des couches ?» Voir mes enfants de 2 et 3 ans se moquer de ma terreur parce que leur père leur montrait l'exemple. C'était une humiliation que je n'oublierai jamais. Mais je me suis habituée. C'est ça le plus terrible dans la violence psychologique. On finit par trouver normal ce qui ne l'est pas. Je me disais que c'était comme ça, la vie de couple. Que je devais me débrouiller seule, que je n'avais pas à compter sur lui pour ce genre de choses. Il n'était pas non plus un père impliqué. C'était toujours moi qui gérais tout. Les biberons, les changes, les nuits blanches, les maladies. Je lavais le linge avec un bébé dans les bras et l'autre qui s'accrochait à ma jambe. Une mère surmenée, même en couple. Pourtant, les enfants l'adoraient. Il savait jouer avec eux, les faire rire, et c'était un bon pourvoyeur financier. Il n'a jamais manqué d'argent à la maison. Cette ambiguïté me troublait. Il n'est pas méchant avec les enfants. Il subvient à nos besoins, peut-être que j'exagère ses défauts. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Parfois, seul le soir, quand il sortait voir des amis, jusqu'à point d'heure, je me disais « Ce n'est pas possible, j'ai 20 ans et j'ai l'impression d'être déjà une vieille femme aigrie qui attend que son mari rentre. » Quand on a acheté notre appartement, j'ai commencé des études de kinésithérapie tout en travaillant. J'avais enfin un projet, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Les enfants étaient en garderie toute la journée, j'étudiais le matin et je travaillais l'après-midi. Mais lui ne supportait pas cette nouvelle indépendance. Tu passes ton temps dehors au lieu de t'occuper de ta maison. Mes parents vont croire que tu es une mauvaise épouse. Il avait une cousine qui était femme au foyer et il n'arrêtait pas de me faire des comparaisons. Regarde Stéphanie, elle sait s'occuper de sa famille. Va lui demander conseil, qu'elle t'apprenne à bien faire à manger. Écoute, je peux te payer un salaire minimum pour que tu restes à la maison et que tu t'occupes convenablement de nous. Jamais de la vie. Si tu me paies pour rester à la maison, ça veut dire que je serai corvéable 24h24. Et puis, mon salaire me sert à payer mes études. C'est mon avenir. Cette conversation revenait sans arrêt. Dans sa tête, une femme qui travaille et étudie, au lieu de se consacrer entièrement à son foyer, était une femme égoïste qui ne respectait pas ses priorités. Le soir, quand je rentrais de cours et de travail, il m'attendait les pieds sur la table. « Alors qu'est-ce qu'on mange ? Et tu peux me faire un massage des pieds ? J'ai eu une dure journée. Moi,
J'avais fait une journée de 12 heures entre les cours, le travail et les transports, mais il fallait que je cuisine un repas de roi et que je joue les geishas. Si je faisais juste des pâtes ou des œufs au plat, c'était la crise. Ma mère, elle prépare des vrais repas. Tu ne fais aucun effort. J'avais 21 ans et j'avais l'impression d'être un robot ménager programmé pour satisfaire tous ses caprices. Le tournant décisif de notre relation a eu lieu quand mon neveu est né. Le frère de ma sœur organisait une fête pour célébrer l'arrivée du bébé, et Julien y est allé avec le futur papa. Il devait rentrer le soir même. Sauf qu'il n'est pas rentré. Ni ce soir-là, ni le lendemain. Il a disparu pendant 3 jours complets sans donner de nouvelles. Quand il est finalement revenu, il était dans un état lamentable. Barbe de 3 jours, vêtements froissés, yeux injectés de sang et cette odeur, un mélange d'alcool, de tabac et de négligence qui me donnait la nausée. Pardon, je sais que j'ai déconné, mais s'il te plaît, ne le dis pas à mes parents. Ne leur raconte pas que j'ai découché. Je ne comprenais pas pourquoi il avait si peur de la réaction de ses parents. Jusqu'à ce qu'il m'explique qu'il avait des problèmes d'alcool depuis l'adolescence. Il avait même été hospitalisé à 20 ans pour sevrage. Ses parents m'avaient mise en garde dès le début. Julien ne doit jamais boire d'alcool, même pas un verre de vin. Moi, naïvement, je trouvais qu'ils exagéraient. Avec moi, il buvait socialement, quelques bières en soirée, jamais d'excès apparent. Je pensais que ses parents étaient trop protecteurs. Mais ce jour-là, j'ai découvert l'autre visage de Julien. L'alcoolique qui ne sait pas s'arrêter, qui disparaît des jours entiers, qui perd complètement le contrôle. Et c'est devenu un cycle infernal. Il sortait le vendredi soir, juste pour boire un verre, et ne rentrait que le dimanche ou parfois le lundi. Pendant ce temps, moi j'étais seule avec 2 enfants en bas âge qui me demandaient sans arrêt « Maman, où il est papa? Pourquoi il ne rentre pas ?» J'essayais de l'appeler, mais il avait coupé son téléphone. Impossible de le joindre. Je passais mes nuits blanches à imaginer le pire. Accident, bagarre, overdose. Et les enfants ne comprenaient pas pourquoi maman pleurait tout le temps. Quand il rentrait enfin, c'était toujours le même scénario. « Pardonne-moi, je suis un monstre, je ne recommencerai plus, regarde comme j'aime mes enfants. » Il pleurait, se frappait la poitrine, jurait ses grands dieux qu'il allait changer. Et moi, épuisé par l'angoisse et la solitude, je cédais. C'était la dernière fois, on n'en parle plus. Mais évidemment, ça recommençait. Chaque week-end, ou presque. Et plus c'était fréquent, plus il devenait agressif dans ses reproches. « Tu ne comprends rien. Un homme a besoin de décompresser. Tu es étouffante. » Le pire, c'est que pendant ses absences, je devais assurer seul son travail. Il avait un commerce, et quand il était parti en virée, c'est moi qui allais ouvrir sa boutique pendant ma pause déjeuner pour que ses employés puissent manger. Sinon, on risquait de perdre notre principale source de revenus. Alors je courais entre mes cours, mon travail, ses employés et les enfants. J'étais littéralement en train de tenir sa vie à bout de bras pendant qu'il se détruisait la santé dans des bars. Un jour, j'ai craqué. Il était parti depuis le vendredi, on était dimanche soir, et j'étais en représentation de danse avec mes élèves. Il m'a envoyé un message. « C'est bientôt fini ? Oui, je ne vais pas tarder à rentrer. » « Ok, à tout à l'heure. » Quand je suis arrivée à la maison 1 heure plus tard, mes 2 enfants étaient seuls. Léa, 6 ans, et Thomas, 5 ans. Abandonnés dans l'appartement. « Maman, papa a dit qu'il allait acheter des hamburgers, mais il n'est jamais revenu. » Ma fille aînée m'a raconté que Thomas avait voulu crier par la fenêtre qu'ils étaient seuls, mais qu'elle l'en avait empêché. « Non, si la police nous entend, ils vont nous emmener loin de maman. » Une gamine de 6 ans qui protège son petit frère parce qu'elle a peur qu'on les place en famille d'accueil si on découvre qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Mes enfants n'avaient pas mangé, pas pris leur bain, ils étaient encore en tenue d'école, et il était presque 22 heures. Cette nuit-là, j'ai appelé les parents de Julien en pleurant. Je leur ai tout raconté. Les disparitions répétées, l'alcool et maintenant l'abandon d'enfants. « Venez chez nous avec les petits », m'a dit sa mère. « On va avoir une conversation sérieuse avec notre fils. » Le lendemain, quand Julien a appris que j'étais chez ses parents, il a paniqué. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? Tu n'avais pas le droit. Notre couple, ça ne regarde que nous. » Mais il avait trop peur d'affronter ses parents pour venir me chercher. Il savait qu'il aurait droit à un sermon magistral et surtout que cette fois, il ne prendrait pas sa défense. Quand il a fini par venir, il était dans un état pitoyable. Il s'est excusé platement, a promis de tout changer, a pleuré devant les enfants. Le grand numéro habituel. Et une fois de plus,
J'ai pardonné. Parce que j'avais peur de me retrouver seule avec 2 enfants. Parce que financièrement, j'étais dépendante de lui. Parce que tout le monde me disait « il faut que tu te battes pour sauver ton couple ». Mais les rechutes se sont multipliées, et à chaque fois, ces mensonges devenaient plus élaborés. Un soir, il ne rentrait pas et ne répondait pas au téléphone. Vers 2 heures du matin, j'ai reçu un message. « Je suis au commissariat. La police m'a arrêté et ne veut pas me libérer. Ils disent que ma tatouage de clown sur la jambe, c'est un signe de gang. » J'ai paniqué. J'ai appelé mon père. « Papa, Julien est retenu au commissariat de la rue Victor Hugo. Il faut aller l'aider. » Mon père, qui habite juste à côté, y est allé immédiatement. Il est revenu me dire « Ma fille, il n'y a personne de ce nom au commissariat. » J'ai vérifié dans les 3 commissariats du secteur. Quand j'ai envoyé un message à Julien pour lui dire que mon père l'avait cherché partout sans le trouver, il a maintenu son mensonge. Ils m'ont pris mon téléphone, ma voiture est à la fourrière. Je ne peux pas prévenir ma sœur qui est avocate parce qu'elle allaite. Alors pourquoi tu peux m'écrire s'ils t'ont pris ton téléphone? J'ai emprunté celui d'un gardien. Des mensonges de plus en plus gros, de plus en plus ridicules. Mais moi, dans ma détresse, j'ai fini par prendre ma voiture à 2 heures du matin avec mes 2 enfants de 5 et 6 ans pour aller le sauver au commissariat. Arrivé là-bas, le policier de garde m'a regardé avec un mélange de pitié et d'exaspération. « Madame, ça fait la 2e fois aujourd'hui qu'on me demande cette personne. Elle n'est pas ici. » « Mais c'est impossible. Il me dit qu'il est ici. Venez, on va crier son nom dans les cellules pour que vous soyez sûrs. » Il a hurlé le nom de Julien. Pas de réponse. « Vous voulez voir la fourrière aussi ?» On y est allé. Pas de voiture. Le policier m'a alors dit quelque chose qui m'a ouvert les yeux. « Madame, combien de fois vous avez amené vos enfants ici pour chercher leur père ? C'est la première fois. Eh bien, sachez que j'ai déjà arrêté beaucoup de pères et ensuite j'ai arrêté leurs fils. Vous voulez vraiment que vos enfants grandissent en pensant qu'il est normal de chercher papa au commissariat ? » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mes enfants, assis sur le banc du commissariat à 3 heures du matin, serrés l'un contre l'autre sous une couverture, qu'est-ce que j'étais en train de leur enseigner ? Que c'était normal qu'un père disparaisse ? Que c'était normal de mentir ? Que c'était normal de faire souffrir sa famille ? En sortant du commissariat, j'ai croisé un policier municipal qui m'a dit avec bienveillance « Madame, cette voiture est à vous ? Vous travaillez ? Vous avez où aller sans rentrer chez vous ? Oui, je suis professeur de danse, j'ai ma voiture et je peux aller chez mon père. Alors qu'est-ce que vous faites encore avec cet homme ? Vous avez un métier, un véhicule, une famille qui vous soutient ? Pourquoi vous acceptez ça ? » Il avait raison. Je n'étais pas une femme battue sans ressources, coincée financièrement. J'avais des solutions, j'avais une porte de sortie. Alors pourquoi je restais ? Par peur de l'inconnu ? Par cette illusion qu'il allait changer, par culpabilité aussi. Je ne peux pas priver mes enfants de leur père. Mais cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais pas en train de préserver la famille. J'étais en train de l'abîmer. Mes enfants voyaient leur mère humiliée, angoissée, et leur père irresponsable. Quel exemple je leur donnais ? Le policier a ajouté « Vous savez où il est, votre mari ? Il est avec sa maîtresse, ou dans un bar, ou dans un bordel ? Mais il n'est certainement pas en danger. Il vous fait juste tourner en bourrique. » Rentrer à la maison cette nuit-là a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Coucher mes enfants qui me demandaient encore « Maman, pourquoi papa il nous ment ?» et ne pas savoir quoi répondre. Quand Julien est rentré le lendemain, je l'attendais avec ma valise et celle des enfants. « C'est fini, je ne veux plus de cette vie. » « Mais enfin, tu es folle. J'étais vraiment au commissariat. Tu ne me crois pas ? Mon père a vérifié. Tu mens. Tu nous mens. Tu nous humilies. Tu abandonnes tes enfants. Je ne peux plus. » Il a alors sorti son argument massu. « Tu ne trouveras jamais personne d'autre qui voudra de toi avec 2 enfants. Regarde-toi, tu as pris 15 kilos. Tu n'es plus la fille que j'ai connue. Moi, je t'aime comme tu es. » Cette phrase-là, elle m'a hantée pendant des mois. J'avais effectivement pris du poids avec les grossesses et le stress. J'avais 22 ans et je me trouvais déjà vieille, usée, moche. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que personne ne voudra d'une mère célibataire en surpoids. Et puis, il y a eu le chantage aux enfants. « Tu veux vraiment que Thomas et Léa grandissent sans père ? Tu veux leur faire ça ? » Alors j'ai cédé. Encore une fois. On essaie une dernière fois. Mais si tu recommences, c'est vraiment fini. Spoiler alert, il a recommencé. Dans la semaine. Cette fois, j'ai pris ma décision définitivement. J'ai attendu qu'il parte pour l'un de ses week-ends d'éthylisme et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire.
J'ai mis le verrou de sécurité et j'ai refusé de lui ouvrir quand il est rentré. « Camille, ouvre-moi, c'est ma maison aussi. »« Non, c'est fini, tu trouveras où dormir. » Il a tambouriné à la porte pendant des heures, supplié, menacé. Les voisins ont failli appeler la police. Moi, j'étais barricadée avec les enfants, terrifiée mais déterminée. Le lundi matin, il était toujours dehors, dans un état lamentable. C'est là que j'ai compris à quel point il était dépendant du confort de la maison. Tant qu'il pouvait revenir se doucher, manger, dormir dans un lit propre après ses virées, c'était facile pour lui. Mais se retrouver à la rue, sans filet de sécurité, j'ai appelé son père. « Venez récupérer votre fils, il ne rentre plus chez moi. » Son père est venu, a vu dans quel état était Julien, et pour la première fois, il n'a pas pris sa défense. « Tu l'as cherché, mon fils. Tu assumes maintenant. » Ils l'ont emmené chez eux quelques jours, le temps qu'ils se reprennent et qu'ils trouvent un appartement. Quand j'ai annoncé à mes enfants qu'on se séparait définitivement, leur réaction m'a stupéfiée. « Enfin, pourquoi tu disais toujours que tu allais le faire et tu ne le faisais jamais ?» Mes propres enfants étaient soulagés de voir partir leur père. Ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi conforté dans ma décision. Ils n'en pouvaient plus non plus de cette atmosphère toxique. Les premiers mois de séparation ont été bizarrement apaisants. Plus d'angoisse des week-ends, plus de mensonges, plus de cette tension permanente. J'ai recommencé à respirer. Julien a d'abord respecté notre accord de séparation. Il prenait les enfants un week-end sur 2 et payait la pension alimentaire. J'ai même eu l'espoir qu'on pourrait avoir une relation civilisée pour le bien de Thomas et Léa. Mais 6 mois plus tard, j'ai remarqué une petite boule dans le cou de Thomas. Au début, je me suis dit que c'était un ganglion normal, que ça allait passer. Sauf que ça grossissait. « Il faut l'emmener chez le médecin », ai-je dit à Julien. « Tu dramatises toujours tout, c'est rien du tout. » Le médecin généraliste m'a prescrit une échographie, puis une deuxième. Puis il m'a orienté vers un spécialiste ORL. À chaque examen, la boule était un peu plus grosse. « Madame, je vais vous diriger vers l'hôpital pour une biopsie. » Quand j'ai expliqué ça à Julien, il s'est énervé. « Tu inventes des maladies pour attirer mon attention. Tu n'acceptes pas qu'on soit séparés. » Il est même allé dire à sa famille que je simulais des problèmes de santé chez Thomas pour le reconquérir. Que j'étais une manipulatrice qui utilisait son propre enfant. Moi, pendant ce temps, je courais entre les spécialistes avec un budget très serré. Je n'avais pas de mutuelle privée, tout passait par la sécurité sociale et les délais étaient longs. Mais le médecin généraliste me répétait « Madame, cette grosseur n'est pas normale. Il faut approfondir. » Le jour où on a hospitalisé Thomas en urgence parce qu'il avait perdu 4 kilos en 1 mois, Julien a enfin accepté de venir. Mon petit garçon de 7 ans était épuisé, amaigri, et cette boule dans son cou avait doublé de volume. Les médecins ont fait tous les examens possibles. Scanner, IRM, prise de sang, et puis la biopsie. Le résultat est tombé comme un coup près. Lymphome de Hodgkin. Cancer. Quand le médecin m'a annoncé le diagnostic, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Mon petit Thomas, 7 ans, allait devoir affronter la chimiothérapie, la perte de cheveux, les nausées, toute cette horreur. J'ai envoyé le compte-rendu médical à Julien par texto, avec ce message. Alors, j'inventais ? Sa réaction ? Pas d'excuse. Juste, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On était en mars 2021, en pleine pandémie de Covid. Faire de la chimiothérapie à un enfant au moment où tout le monde avait peur de ce virus, c'était un cauchemar logistique et émotionnel. Au début, Julien a joué le père modèle. Il venait aux consultations avec l'oncologue, posait des questions, prenait des notes. J'ai cru qu'on allait enfin pouvoir faire équipe pour sauver notre fils. On se partage les séances de chimio, lui ai-je proposé. Tu l'emmènes une fois, je l'emmène la fois suivante. Comme ça, celui qui ne l'accompagne pas peut préparer la maison pour son retour. Il a accepté. Après la première séance que j'ai gérée seule, il a pris la deuxième. Quand ils sont rentrés, Thomas était épuisé, nauséeux, mais j'avais tout préparé. Médicaments, anti-vomissements, glace, la seule chose qu'il arrivait à avaler, maison désinfectée de fond en comble. Sauf qu'après cette deuxième séance, Julien m'a annoncé « Je ne peux plus l'emmener en chimio, c'est trop dur psychologiquement. » Comment ça, trop dur ? Et pour moi, tu crois que c'est facile ? Tu ne comprends pas. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Alors, pendant 6 mois de traitement, j'ai emmené Thomas à toutes ses chimios, seul, avec ma fille Léa, 9 ans, qui venait nous soutenir et qui déguisait son petit frère en super-héros différents à chaque séance pour lui donner du courage. Thomas a eu des complications terribles.
Un jour, la perfusion a eu un problème et le produit de chimio s'est infiltré dans ses tissus au lieu d'aller dans la veine. Son bras a gonflé, il hurlait de douleur, il a fallu tout arrêter et refaire la perfusion ailleurs. Une autre fois, il a fait une hypoglycémie sévère et s'est évanoui pendant la séance. J'ai cru qu'il était mort. Les infirmiers ont couru partout, lui ont fait une injection de glucose, l'ont allongé. Quand il a repris connaissance, il m'a regardé et il m'a dit « Maman, j'ai eu peur de partir et de te laisser toute seule. » Mon fils de 7 ans qui s'inquiétait pour moi alors qu'il était en train de lutter contre le cancer. Ce jour-là, je n'arrivais plus à porter Thomas jusqu'à la voiture. J'étais à bout de force. Je n'avais rien mangé depuis le matin. J'ai dû appeler Julien. « Tu peux venir m'aider ? Thomas ne tient plus debout et moi non plus. J'arrive dans 5 minutes. » Il habitait à 10 minutes de l'hôpital. Il a mis 1 heure à venir. Le temps que j'aide Thomas à monter les escaliers marche par marche, que je le mette au lit, que j'aille acheter ses médicaments et ses glaces. Le mois suivant, j'ai reçu sa pension alimentaire. Il avait déduit 30 € avec cette note, glaces et médicaments du 15 avril. Il me facturait les glaces qu'il avait achetées pour son fils en chimio. 2 mois plus tard, rebelote. Cette fois, Thomas s'était évanoui pendant la séance et on était resté très tard à l'hôpital. Léa avait faim. Je lui ai acheté un sandwich et un soda. J'en ai pris un aussi parce que je n'avais rien mangé depuis le matin. Julien était passé nous apporter à manger. Quand j'ai reçu la pension du mois suivant, moins 12 €. Sandwich et soda du 22 avril. Il me facturait le sandwich qu'il avait apporté à sa fille affamée pendant que son fils était en chimio. J'étais sidéré par tant de mesquinerie. Mais le pire était encore à venir. À mi-parcours du traitement de Thomas, Julien a arrêté de payer la pension complète. Il a fermé son entreprise pour la rouvrir au nom de sa nouvelle compagne et il a obtenu une réduction de pension en prétendant être au chômage. Imaginez, votre enfant fait de la chimio. Vous êtes au chômage partiel à cause du Covid et le père réduit la pension alimentaire. J'ai dû vendre des bijoux, faire de la vente à domicile, tout ce que je pouvais pour joindre les 2 bouts. Heureusement, mon père n'a jamais laissé ses petits-enfants manquer de quoi que ce soit. Il faisait les courses, payait les médicaments, me soutenait moralement. Mais il ne pouvait pas entrer dans l'appartement à cause du Covid. On ne savait pas si ça pouvait être dangereux pour Thomas. Alors il me déposait les courses à la porte, on se parlait à travers la vitre, et je voyais qu'il pleurait de ne pas pouvoir nous prendre dans ses bras. Je voudrais tellement pouvoir t'aider davantage, ma fille. Tu ne mérites pas de vivre ça toute seule. Pendant ce temps, Julien coulait des jours heureux avec sa nouvelle copine. Il avait même eu le culot de me dire « Tu comprends, elle est enceinte et elle ne se sent pas bien. Je ne peux pas venir autant voir Thomas. » Sa nouvelle grossesse était plus importante que la chimiothérapie de son fils. Et puis un jour, j'ai reçu un email de ma banque qui m'a fait l'effet d'une bombe. Suite à la demande de dation en paiement de monsieur Julien Martin et de madame Jessica Dubois, nous procédons à la récupération de votre appartement. Jessica Dubois, sa nouvelle compagne, venait de proposer à la banque de rendre notre appartement pour éponger les dettes de Julien sur le crédit immobilier, sans me demander mon avis. Alors que j'étais pourtant co-emprunteuse et que mon nom était sur tous les papiers. Elle prétendait être responsable financière de nos affaires. Une femme que je ne connaissais même pas essayait de me mettre à la rue avec mes enfants, dont l'un était en chimio. J'ai appelé la banque, folle de rage. Cette femme n'a aucun droit sur ce dossier. Les seuls noms sur le crédit sont les miens et ceux de mon ex. Nous pensions qu'elle était autorisée. Bon, on ne fera pas la dation, mais si vous ne reprenez pas les paiements, l'appartement partira en vente forcée. J'ai dû reprendre à mon compte tous les arriérés du crédit immobilier. Plusieurs milliers d'euros que je n'avais pas, mais que j'ai empruntés à ma famille pour ne pas me retrouver à la rue avec mes enfants. Au final, l'appartement que je n'étais pas censé payer entièrement, je l'ai payé. Julien n'a jamais remboursé sa part. Aujourd'hui, Thomas va bien. Il est en rémission complète, il a retrouvé sa santé, ses cheveux ont repoussé. Mais il garde des séquelles psychologiques de cette période où son père l'a abandonné en pleine maladie. Il dit parfois « Maman, pourquoi papa il ne venait plus quand j'étais malade? Est-ce que c'était de ma faute ?» Comment expliquer à un enfant que son père est juste égoïste? Comment lui dire que non, ce n'était pas sa faute, mais que certains adultes ne savent pas aimer vraiment? Au plus fort de la maladie de Thomas, au moment où je me sentais le plus seul et démuni, quelqu'un est entré dans ma vie. Quelqu'un que je connaissais depuis toujours, mais que je n'avais jamais vraiment regardé. Gabriel. Il était ami avec mon cousin depuis l'adolescence.
Je l'avais croisé des dizaines de fois dans ma jeunesse, mais il y avait 8 ans d'écart entre nous. Quand j'étais une gamine de 12 ans qui faisait des roues dans le jardin, lui avait 20 ans et sortait avec des filles de son âge. Quand mon cousin lui a dit que j'étais séparée, Gabriel m'a envoyé un message. « Salut Camille, ça fait longtemps. Ça te dit qu'on se voit pour prendre un verre ?» On s'est donné rendez-vous dans un café et j'ai redécouvert l'homme qu'il était devenu. Infirmier en service de nuit, père d'un petit garçon, divorcé lui aussi. Quelqu'un de posé, de mature, qui avait vécu ses propres épreuves. On a commencé à se voir, tout doucement. Et 1 mois après notre première sortie, je lui ai annoncé le diagnostic de Thomas. « Écoute, Gabriel, ma vie va devenir un chaos total pendant des mois. Mon fils a un cancer. Je vais vivre à l'hôpital. Je vais être instable émotionnellement. Si tu veux partir maintenant, je comprendrai complètement. » Il m'a regardé avec ce petit sourire que je lui connais maintenant si bien. Le lymphome de Hodgkin a un très bon pronostic quand c'est pris tôt. Et je suis infirmier, je peux t'aider. Si tu veux bien de moi, je reste. Il est resté. Pendant toute la chimiothérapie de Thomas, Gabriel a été mon pilier. Quand je lui envoyais une photo d'un symptôme inquiétant, il me rassurait ou me disait d'aller aux urgences. Quand je rentrais épuisé de l'hôpital, il m'écoutait pleurer sans me juger. Mais il a respecté une chose essentielle. Il n'a pas cherché à s'imposer dans la vie de mes enfants. Pendant la première année, on s'est vu en dehors de chez moi. Les enfants savaient que j'avais quelqu'un dans ma vie, mais ils ne l'ont rencontré qu'au bout d'1 an, quand Thomas allait mieux. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on forme une famille recomposée harmonieuse. Gabriel a un fils de 12 ans, j'ai Thomas, 13 ans maintenant, et Léa, 15 ans. On ne vit pas encore ensemble. On a décidé d'attendre que les enfants soient plus grands avant de franchir ce cap. Cette relation m'a appris ce qu'était un amour sain. Fini les crises de jalousie, les interdictions, les chantages. Gabriel et moi, on se fait confiance. Il connaît le code de mon téléphone, je connais le sien. Pas parce qu'on se surveille, mais parce qu'on n'a rien à cacher. Tu peux regarder qui m'a envoyé ce message ? Je conduis. Une phrase impensable avec Julien. Gabriel me soutient dans mes projets au lieu de les critiquer. Quand j'ai voulu reprendre mes études, il m'a encouragée. Quand j'ai commencé à témoigner sur les réseaux sociaux de mon expérience de mère solo, il a trouvé ça formidable. Tu vas aider plein de femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, me dit-il souvent. C'est ça, l'amour. Quelqu'un qui vous pousse vers le haut au lieu de vous tirer vers le bas. Nous avons prévu de nous marier en 2029, quand nos enfants seront plus autonomes. On prend notre temps, on construit quelque chose de solide. Après avoir vécu l'enfer, j'ai appris à savourer cette paix. Parfois, je me dis que c'est presque trop calme. Je suis tellement habituée aux montagnes russes émotionnelles que cette stabilité me déroute. Mais mes enfants sont épanouis. Ils voient enfin ce qu'est une relation équilibrée. « Maman, pourquoi Gabriel il ne crie jamais ?» m'a demandé Léa un jour. « Parce que les gens qui s'aiment vraiment n'ont pas besoin de crier, ma chérie. » Thomas et Léa voient désormais leur père un week-end sur 2, comme prévu dans notre accord. Julien a fini par stabiliser sa nouvelle vie. Il a épousé Jessica. Ils ont eu un enfant ensemble. Il semble avoir retrouvé un équilibre, même si nos relations restent tendues à cause de tout ce qui s'est passé. Je ne lui souhaite pas de mal. J'espère même qu'il a changé pour le bien de sa nouvelle famille. Mais je ne peux pas oublier ce qu'il nous a fait vivre. Les enfants, eux, ont gardé des séquelles. Thomas fait parfois des cauchemars où il retourne à l'hôpital. Léa a développé une anxiété de séparation. Elle panique quand je sors le soir, par peur que je ne revienne pas comme son père le faisait. Nous faisons tous de la thérapie familiale pour surmonter ces traumatismes. C'est un travail de longue haleine, mais nécessaire. Je me considère toujours comme une mère solo, même avec Gabriel dans ma vie. Parce que la responsabilité de mes enfants reste entièrement sur mes épaules. Gabriel m'aide quand il peut, mais légalement et financièrement, je suis seule face à leurs besoins. Cette expérience m'a appris tellement de choses sur moi-même. J'ai découvert une force que je ne me connaissais pas. Quand votre enfant a un cancer et que vous devez assumer seul, vous puisez dans des réserves d'énergie que vous ignoriez avoir. J'ai aussi appris à reconnaître les signaux d'alarme dans une relation. Plus jamais je n'accepterai qu'on m'isole de ma famille et de mes amis. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un diminuer mes ambitions ou critiquer mes choix de vie. Mes enfants grandissent avec cette leçon. L'amour, ce n'est pas posséder l'autre ou le contrôler. C'est le respecter, le soutenir, être fier de ses réussites. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis professeur de danse,
Je témoigne sur les réseaux sociaux pour aider d'autres femmes. J'ai un compagnon formidable, des enfants en bonne santé, une famille qui me soutient. Il m'a fallu 10 ans pour reconstruire ma vie après Julien. 10 ans pour comprendre que je méritais mieux. 10 ans pour arrêter de me sentir coupable d'avoir quitté le père de mes enfants. Mais ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants voient leur mère épanouie. Ils apprennent que la vie de famille peut être paisible et joyeuse. Ils découvrent qu'un homme peut être tendre et respectueux. C'est le plus beau cadeau que je pouvais leur faire. Leur montrer qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et que l'amour véritable existe. Il faut juste avoir la patience de l'attendre et le courage de le reconnaître. Mon histoire aurait pu mal finir. J'aurais pu rester avec Julien par peur, par habitude, par résignation. Mes enfants auraient grandi en pensant que c'était normal qu'un père abandonne sa famille, qu'un homme boive et mente sans conséquence. Mais j'ai trouvé la force de dire stop. Pas seulement pour moi, mais pour eux. Parce qu'ils méritaient de voir que leur mère valait mieux que ça. Si mon témoignage peut aider une seule femme à réaliser qu'elle vit la même chose et à trouver le courage de partir, alors toute cette souffrance aura servi à quelque chose. On peut s'en sortir. On peut reconstruire. On peut aimer à nouveau, sainement cette fois. Il suffit de faire le premier pas. Si cette histoire vous a touché et qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages qui prouvent qu'on peut toujours s'en sortir, même quand tout semble perdu. Votre soutien nous aide à continuer à donner la parole à ceux qui en ont besoin.